Alors, on va dérouler l'actualité. Oui. Et on va accueillir quelqu'un qui est un personnage hors norme. Il a été docteur en génétique cellulaire, il a été chercheur auprès de François Jacob, et puis dans les années 60, il a rencontré les grands maîtres de la spiritualité. Ça a changé sa vie. Il est devenu moine bouddhiste. Il est l'interprète du Dalai Lama. Il vit en Himalaya depuis plusieurs décennies. Et il a écrit un livre qui va faire beaucoup de bruit, Plaidoyer pour les animaux. Voici Mathieu Ricard. Merci d'être là. Alors, lorsque votre éditrice Nicole Lattès m'a envoyé les épreuves non corrigées de votre livre, évidemment, compte tenu de mon rapport passionnel avec les animaux, je me suis précipité. Et là, évidemment, j'étais très impressionné par ce que vous avez écrit. D'abord, il y a 2 citations. Et je voudrais commencer par ça. Les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. C'est de Georges Bernard Shaw. Et puis, on n'a pas 2 cœurs, un pour les animaux, un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas. Ça, c'est de Lamartine. C'est important de commencer par ça. Je veux dire l'idée qu'il faudrait aimer les animaux au détriment des humains ou à la place des humains ou seulement les animaux, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est que la bienveillance fait partie de la nature humaine, en même temps que d'autres éléments, la violence, l'égoïsme, mais que de limiter la bienveillance à nous seuls autres et de ne pas considérer le fait qu'il y a tant d'êtres sensibles qui, comme nous, souhaitent éviter la souffrance, souhaitent accomplir le bien-être, souhaitent rester en vie. Je veux dire, quelle est l'aspiration la plus fondamentale que de vouloir rester en vie et d'éviter la souffrance? Alors jamais on a autant parlé des animaux, d'ailleurs jusqu'à une loi qui est en partie votée, qui considère enfin que ce sont des êtres sensibles et non pas des objets. Oui, c'est un peu aberrant qu'il faut attendre le 21e siècle pour déclarer dans le Code civil que les animaux ne sont pas des biens meubles mobiles, c'est-à-dire qu'un mouton serait un tabouret qui se déplace, ou des produits agricoles, ou des choses nulles qui n'appartiennent à personne. Je veux dire, ça montre quand même un manque de perspective et d'imagination. Alors, vous dites en général, les hommes ont du mal à tuer des animaux avec une totale indifférence, mais que la façon dont on tue les animaux, souvent se fait dans une espèce de clandestinité, comme s'il y avait une honte. C'est la face cachée de la réalité de tous les jours. Les abattoirs. Il y a un abattoir en Californie dont tous les murs sont peints de fresques idylliques. Vous voyez des vaches qui jouent dans les prés avec des oiseaux, des enfants. Et à l'intérieur, c'est l'enfer. Il faut vous dire que les chiffres, quand même, donnent quelques idées. 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins sont tués tous les ans pour notre usage. Et dans des conditions abominables. La plupart des animaux vivent entre un 60e ou un 10e de leur espérance de vie. On sait que, par exemple, les bovidés, les bovins, sont assommés par électronarcose, mais que 15% ont repris conscience au moment où on campe à les couper en morceaux. Je veux dire, ce qui se passe loin des regards, donc loin du cœur, il y a un manque de cohérence éthique. Alors, il vous dit des choses incroyables sur ce que vous appelez la répugnance à tuer les animaux se dilue dans la rapidité anonyme de la tuerie. C'est-à-dire quelqu'un qui saigne, un seigneur, S-A-I, des abattoirs. En 25 ans de carrière, il tue entre 6 et 9 millions de porcs. Et aux États-Unis, un employé d'une chaîne de poulets tue entre 75 000 et 90 000 poulets par nuit. À une vitesse absolument incroyable. Et il y en a un qui a écrit une sorte de témoignage. Il a dit « Je suis un tueur, et quand je rentre chez moi, après avoir tué ces dizaines, centaines, ces milliers d'animaux, j'ai tellement de mal à revenir à la normale dans une vie familiale, parce qu'on est obligé de tuer l'empathie en soi. » Mais vous savez, c'est assez nouveau ça, dans les rapports entre les humains et les animaux. Les chasseurs-cueilleurs n'ont jamais considéré les animaux comme inférieurs. Ils les considéraient comme différents. Et c'est à partir du moment où on les a domestiqués et puis on les a tués un peu en masse, qu'il a fallu, pour se retrouver un peu en soi, dire qu'ils ne se ressentent pas la douleur, ils sont inférieurs, ils sont là pour nous, etc., etc. Donc une philosophie, parce que finalement on ne peut pas se sentir tous les jours comme des petits meurtriers.
Alors, il y a une chose qui est intéressante. Vous dites, émotionnellement, le consommateur ne fait pas le lien entre la viande et l'animal. Et à la question, manges-tu des animaux? Tous les enfants de 5 ans, 6 ans répondent non. Ben oui, on a fait une enquête à Chicago par les enfants de classe moyenne. Plus de la moitié, quand on leur demandait d'où vient la viande, ils disaient du supermarché. Et avant ça, de l'usine. Et quand on leur disait c'est des animaux, ils disaient ah ben non, c'est pas possible, je ne peux pas manger les animaux, je veux qu'ils restent vivants sur leurs 4 pattes. Alors, dans le bouddhisme, et vous êtes un spécialiste, il est hors de question d'utiliser l'intelligence humaine pour exploiter les autres êtres. Ben, l'intelligence est un outil à double tranchant. Ça peut servir à faire du bien ou à faire du tort. Et justement, ce qui nous caractérise, c'est cette faculté de nous mettre à la place de l'autre, d'un progrès de civilisation. Au lieu de le transformer en droit du plus fort par rapport à ceux que l'on peut dominer, ne serait-ce pas un signe de civilisation que d'utiliser cette intelligence pour se préoccuper et d'avoir de la considération pour leur sort? Alors, il y a un chapitre important sur l'expérimentation animale où vous dites c'est un dilemme qui n'est pas prêt d'être résolu. Il y a 2,5 millions d'animaux qui sont utilisés en France pour l'expérience en laboratoire. Vous évoquez les trafics d'animaux, les 25 000 éléphants qui sont tués chaque année pour l'ivoire, les animaux comme objet de divertissement, 12 000 taureaux sont tués chaque année pour la corrida, les animaux de cirque. Et vous dites, existe-t-il des dresseurs gentils? Mais ça, c'est le témoignage d'un dresseur russe qui était très célèbre dans le monde pour ses dressages d'ours. Il avait un ours qui tenait une colombe dans sa main. Il disait, mais vous vous rendez pas compte de la somme de souffrance qu'il a fallu infliger à cet ours pour qu'il ne bouffe pas la colombe en public. Et il disait, il n'y a pas de bons dresseurs, il n'y a que des dresseurs qui font mal à leurs animaux pour arriver à ce genre de numéro. Alors vous êtes né à la campagne, vous vous souvenez des parties de pêche. Et oui. Et vous vous souvenez de la souffrance des poissons. Mais au début, j'avais une grand-mère qui était si gentille, si bonne, la grand-mère gâteau par excellence. Quand elle m'emmenait à la pêche, je ne pensais pas que ça pouvait en aucune façon être une occupation nuisible. Et puis un jour, soudainement, je me suis dit, ben voilà, si moi, on me tirait qu'un crochet et que je m'asphyxiais sous l'eau, comme ce poisson s'asphyxie dans l'air. Et brusquement, Kafka disait, la guerre est un prodigieux manque d'imagination. Nous ne savons pas nous mettre à la place de l'autre. Et cette prise de conscience amène brusquement à se dire, je ne peux pas vivre de la souffrance et de la mort des autres. Parlez-moi du Dalai Lama, vous êtes son interprète, vous le voyez régulièrement, Oui. Vous vivez en Himalaya depuis maintenant 50 ans. Est-ce qu'il aura un successeur, le Dalai Lama? Le Dalai Lama a toujours dit, l'institution du Dalai Lama n'a pas d'importance, c'est au peuple tibétain de décider s'ils veulent ou non un Dalai Lama, s'ils veulent l'élire ou le trouver de la façon comme ça a été fait jusqu'à maintenant. Ce qui compte, c'est le sort de 6 millions de Tibétains et leur liberté, leurs aspirations. J'étais vraiment content que vous veniez parce que vous n'êtes pas souvent en Europe. Et je voudrais terminer sur cette photo parce que j'avais rencontré votre papa, Jean-François Revel, académicien. Il faut rappeler que vous êtes le fils de Jean-François Revel et de Yann Le Toumelin, votre maman qui est peintre, qui a 91 ans. Et non-bouddhiste aussi d'ailleurs. Voilà, et votre papa était un personnage extrêmement important. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'être passé par le canapé de Vivement. Je rappelle, plaidoyer pour les animaux, à la vie, édition, vers une bienveillance pour tous, par Mathieu Ricard. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est impressionnant, hein?